Bonjour tout le monde. Nous retrouvons ce matin, 5 novembre, Angèle Dequesne, qui va nous présenter, donc qui a fini un master sur les chevaux de trait, et donc elle va nous présenter son sujet de recherche, donc les chevaux de trait, le terroir, les éleveurs et les éleveuses des communautés de travail multispécifiques. Et donc je lui laisse la parole. Merci Angèle. Bonjour. Alors, effectivement, je vais vous parler de chevaux de trait, terroirs, éleveurs et éleveuses qui forment ensemble des communautés de travail multispécifiques. Je m'appelle Angèle Dequesne, je suis en deuxième année de master de sociologie à l'EHESS sous la direction de Daniel Cheffaille et je travaille sur les thématiques de l'engagement, du rapport au vivant et du rapport aux politiques. Et donc l'année dernière, dans le cadre de mon master de développement agricole et politique économique à la Sorbonne, j'ai travaillé au sein de 3 élevages de chevaux de trait et j'en ai écrit un mémoire qui porte sur l'idée que l'élevage ne se limite pas à la reproduction et à la vente de chevaux, mais s'étend à travailler et à la formation de communautés de travail multispécifiques, donc qui intègrent différentes espèces et qui sont tout autant de manières de faire société avec le vivant. Donc, pour moi, l'élevage de chevaux de trait, ça a été un terrain d'enquête. J'ai travaillé et vécu aux côtés des éleveurs et éleveuses de février à juillet 2022. Donc, je logeais sur place, on mangeait ensemble, on avait les mêmes horaires. Je les accompagnais dans leur travail quotidien et je travaillais avec eux. Angèle, je suis Alors, désolée de du dire coup, quelque chose, c'est qu'on voit plus le PowerPoint. En fait, c'est ah, sorti et maintenant on le voit en tout petit. Donc, je ne sais pas si tu veux remettre le zoom ou si tu veux ah, remettre. euh, oui. Euh, alors, du coup, où est-ce qu'il est passé? Euh, En fait, on voit toujours. Voilà, Là, là c'est c'est bon? mieux. C'est super, extra. Ouais, Ok. merci. Euh, c'est bon? Ouais, ouais, c'est super. Ok. Alors, j'ai travaillé au sein de 3 élevages. L'élevage du Grand Prainville et les écuries d'Albe à Nogent-le-Rotrou, dans le Perche, chez Sylvie Marthe et Éric Albert, qui élèvent une quinzaine de percherons sur environ 25 hectares en propriété et qui cultivent leur propre foin. Ici, tous les chevaux sont débourrés par Sylvie et Éric, et les chevaux sont destinés à la fois au tourisme, au spectacle, au travail agricole, et pour les particuliers, donc du dressage, du loisir, de la randonnée, ainsi que pour la fanfare de la garde républicaine, et puis après, plus marginalement, quelques reproducteurs. Le deuxième élevage, c'est l'élevage de Romagné, en Charente-Maritime, chez Rémi Moreau, qui est en train de passer son élevage à sa stagiaire Laura Martial. Donc l'élevage compte 25 trépois de 20 mulassiers qui ne sont pas tous plein papier. C'est un élevage en polyculture élevage sur une centaine d'hectares en partie loués et Laura a un projet d'élevage pédagogique, donc surtout autour de l'accueil du public et de la préservation des races régionales. Tous les chevaux de l'élevage ne sont pas forcément débourrés, un peu manipulés, et les chevaux sont plutôt achetés par des particuliers. Enfin, le dernier élevage, c'est l'élevage du Lion d'Or dans les Ardennes, chez Patrick Deloche. Donc là, il y a une quarantaine d'Ardennais ainsi que d'autres animaux sur 200 hectares en partie loués, sur lesquels la ferme est autonome en fourrage. Patrick a monté un centre de débourrage indépendant de sa ferme, donc tous ces chevaux sont débourrés, montés et attelés et vendus pour des particuliers, du travail agricole, du tourisme et pour une entreprise de collecte d'ordures ainsi que d'entretien des espaces verts. Donc, alors pour replacer le contexte socio-économique, il faut savoir que depuis 2004, l'élevage équin est reconnu comme une filière agricole et donc suit la PAC. Donc les éleveurs et éleveuses peuvent prétendre aux subventions européennes, mais ce n'est pas leur première source de revenus. La mesure agro-environnementale et climatique qui revient le plus, c'est pour la protection des races menacées, donc qui soutient notamment les 9 races de chevaux de trait. Chez les équidés, en fait, en deçà de 10 000 femelles reproductrices, une race est considérée comme menacée d'abandon pour l'agriculture. Mais cette prime, elle fonctionne selon les régions et donc elle est plafonnée. Alors, par exemple, c'est 150 € par poulinière par an dans les Ardennes, mais depuis l'année dernière, on ne peut pas rajouter de nouvelles juments au programme. Ou bien, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, c'est 15 animaux par élevage par an, mais peu importe l'espèce.
Donc, par rapport aux effectifs, on voit qu'ils sont en très légère augmentation depuis 2018, mais le nombre d'élevages depuis 2018 a été divisé par 1,6. Et on remarque également que les chevaux de trait les élevages de chevaux de trait détiennent généralement des effectifs assez réduits. Il y a moins d'un élevage sur 10 qui a plus de 5 poulains par an. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y avait 80 élevages de traits poids de 20 000 aciers en 2018 et qu'il n'y en a plus que 43 en 2021. Oh, mince. Tac, pardon, je me suis perdue. Donc, dans les années 60, face au déclin rapide des chevaux de trait, les haras, donc dû à la mécanisation et l'industrialisation de l'agriculture, les haras nationaux ont mis en place une politique de relance et de sauvegarde du cheval de trait. Donc, ça passait par l'achat d'étalons, le développement de la recherche sur les techniques de reproduction, le maintien des primes de concours qui soutiennent l'élevage, et surtout en maintenant la mission historique des haras nationaux qui était l'étalonnage public. En 1990, les haras nationaux se tournent plutôt vers de la politique plus culturelle, avec des manifestations culturelles, le grand carrousel des 9 races en attelage à 4, etc. Mais néanmoins, dès 2002, l'État a annoncé retirer les haras des comptes spéciaux du Trésor et donc diminuer son soutien financier. Et finalement, l'étalonnage, qui était le cœur de métier des haras et qui permettait en fait aux élevages de chevaux de trait de perdurer, a été complètement cédé au privé en 2007. Et ce n'est pas sans conséquence. Les éleveurs que j'ai rencontrés m'expliquent avoir dû se réorganiser pour faire saillir, donc trouver des étalons, en faire naître et en faire approuver, surtout maintenir la diversité génétique et couvrir leurs propres frais. Donc on remarque en fait que le nombre de naissances a été impacté, notamment entre 2007 et 2010, c'est le début de la décroissance des races, jusqu'à 2017-2018 où il y a une très très légère reprise. Donc tout ça, ça adresse un rapide tableau. Il y a peu de naissances, peu d'aides, peu de revenus. Donc on peut se questionner pourquoi aujourd'hui il y a encore des chevaux de trait en France. Alors, il y a trois premières pistes de développement autour de l'idée d'élever pour conserver. Et puis, dans un second temps, on verra également qu'il s'agit en fait d'élever pour vivre avec. Alors donc, tout d'abord, il s'agit de sauver des races pour les éleveuses en multipliant les naissances ou en ne faisant naître que sur commande selon des attentes particulières pour atteindre un équilibre de marché. Donc en fait, ça soulève en creux la problématique de la diversité génétique et pour ça, les éleveuses font des échanges nationaux et internationaux d'étalons et de semences. Par exemple, les éleveuses de percherons que j'ai rencontrées sont les premiers en France à avoir croisé une jument de vieille souche percheronne avec des étalons percherons venus des États-Unis et du Canada. Donc en fait, il se trouve que par les hasards de la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains ont eu recours en France aux percherons. Et alors, ils ont été très reconnaissants envers cette race qui avait déjà été importée au moment de la conquête de l'Ouest. Et donc, des échanges ont été tissés entre la France et les États-Unis, ainsi qu'avec le Canada. D'abord autour des communautés de travail, notamment les Amish. Puis plus largement, en fait, quand l'Amérique du Nord s'est rendu compte que la France se mettait à engraisser ses percherons pour la boucherie. Et donc, ça changeait totalement la morphologie du cheval. Et afin de maintenir en fait le carrossier, les États-Unis et le Canada ont commencé un gros marché avec la France, au point d'ailleurs d'aménager la gare de Nogent-le-Rotrou en direction du Havre pour que les chevaux montent directement dans le train. Et finalement, il y a une diversité génétique qui s'est maintenue aux États-Unis. Et en 1993, Silver Shadow Shake, qui est un étalon percheron né sur le sol américain, est revenu sur le sol français pour saillir. Et la diversité génétique et le modèle carrossier ont été doucement relancés. Donc sur PowerPoint, on peut voir le modèle carrossier, ce sont les deux chevaux en haut, avec Silver Shadow Shake et Galien. Et juste en dessous, on a un modèle de percheron trait. Donc pour chaque type de débouché, chaque année, concernant les percherons, on en a 300 qui quittent la France pour l'Europe et 500 qui quittent la France pour le reste du monde, avec ça laisse une centaine de percherons en France. Concernant les autres races, le breton est beaucoup exporté au Brésil,
Le comtois est plutôt exporté dans les pays du Nord comme du Sud et au Maghreb comme cheval de traction. Et pour les autres races, ça va être plus de l'exportation régionale, voire limitrophe avec des régions d'autres pays. Aujourd'hui, donc, il y a vraiment une nécessité de conserver les chevaux de trait pour de recourir en fait, à une ingéniosité pour conserver les chevaux de trait et à un travail génétique. Néanmoins, ça ne positionne pas le cheval dans les discours comme un produit et il n'y a pas une réification du cheval, au contraire. Les éleveurs et éleveuses reconnaissent l'ingentivité du cheval, ils parlent plutôt de poulain, de jeunes, de mise à la reproduction et de faire naître, alors qu'on va avoir des personnes qui jouissent d'un statut conventionnellement supérieur, comme les vétérinaires, les techniciens des chambres, les représentants de l'IFCE ou de la SFET, qui là vont parler en termes de produits. Par exemple, quand j'ai aidé aux échographies, il y a un vétérinaire qui parlait d'une jument et qui disait elle est chaude, elle est exploitable, ça c'est chaud. Et à partir de ce moment-là uniquement, l'éleveur s'est mis à effectivement utiliser le ça. Mais dès que le vétérinaire est parti, les juments sont redevenues mais belles, mais fines. Donc en fait, par ces vocalises aussi, on voit qu'il s'agit de conserver un lien. Et quand je demande pourquoi conserver cette race, tout le monde m'évoque la patrimonialité du cheval de trait, à la fois historique et écologique, et le lien en fait que l'humain a tissé avec le cheval de trait. Donc la conservation du cheval de trait, elle dépasse l'individu cheval, elle dépasse aussi la race, et c'est aussi des écosystèmes, des cultures, des pratiques locales et des histoires qu'il s'agit de conserver, et qui ne peuvent pas être créées en fait de toutes pièces en parlant de produits. Donc, l'hypophagie, ça a été l'un des débouchés qui a été longtemps proposé Alors là, c'est ressorti. pour conserver le cheval de trait. Aujourd'hui, la Société française des équidés de travail a tout un programme pour développer la boucherie chevaline à partir du cheval de trait. Brièvement, il n'y a que l'éleveur d'Ardennais que j'ai rencontré qui avait fait un peu de cassettes de poulains, donc des poulains destinés vraiment à la boucherie, mais aujourd'hui, il ne le fait plus. Il s'est orienté avec plaisir sur plutôt le travail avec le cheval de trait. Angèle, ça ressortait, ça ressautait ton PowerPoint, Ah, désolé. mince. Je pense que parfois, quand tu dois changer d'image, il y a ça doit sauter, je sais pas pourquoi. Celui-là, c'est ressorti de la chose. Ah, ok, top. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon, top. Ok. Euh, du coup, tous les éleveurs que j'ai pu rencontrer, ça leur arrive de devoir abattre un cheval pour des raisons de dangerosité ou de blessures très graves. Et là, il y a une justification économique. L'équarrissage coûte 400 euros, tandis que la boucherie en rapporte 600. Cependant, ces éleveurs qui ont recours à ces abattages, on va dire, exceptionnels ne s'occupent pas de la viande, ils ne la récupèrent pas, ne la vendent pas et ne la mangent pas, à part l'éleveur d'Ardennais qui, du coup, avait déjà élevé pour de la viande chevaline. En revanche, tous les éleveurs en mangent, mais pas forcément les leurs. Et là, par contre, on mobilise un argument de conservation du cheval de trait et aussi de culture, mais par contre, avec toujours une volonté de faire attention aux conditions d'élevage et d'abattage. Finalement, en fait, la piste qui est quand même le plus abordée pour le développement du cheval de trait, c'est de travailler avec les chevaux de trait. Ça leur prodigue une finalité économique et quelque part, donc ça les inclut dans notre société, ça permet leur conservation. En fait, c'est une perspective à long terme. Les éleveuses travaillent avec les chevaux de trait plutôt pour continuer d'approfondir nos cohabitations. Donc, ce travail, ça va être des prestations pour la découverte, la promotion et la pérennité des races qu'elles élèvent. Donc, ça va être des visites d'élevage, des cours, des reconstitutions historiques, du service de débardage, des mariages en calèche, etc. Mais à chaque fois, l'accent est mis sur l'échange avec l'animal et non pas une simple utilisation. Donc, il y a de nombreux débouchés. De nouveaux débouchés émergent assez souvent et tous sont investis par les éleveurs d'une manière ou d'une autre, selon leurs envies et leurs capacités. Et il faut voir en fait ces formes de travail qui ne sont pas un retour en arrière, ni d'un point de vue philosophique, ni technique même. Travailler avec les chevaux de trait mène à reconnaître en fait l'agentivité du cheval de trait et l'animal n'est plus un outil ou un support en fait à l'activité humaine, c'est un collègue.
avec qui a lieu un partage d'efforts et de plaisir, et donc avec qui se réalise un certain faire avec. Et donc, on peut voir le travailler avec l'animal comme une performance éthique, en fait, qui fait l'expérience d'une relation interespèce et donc qui rend plus présent au monde dans la mesure où on se rend compte de l'existence, en fait, des autres espèces et des autres individualités avec qui on cohabite. Donc, en fait, les éleveuses n'amènent pas le cheval dans le monde du travail humain, ni le vivant dans le monde de l'homme. Et en fait, au-delà d'intégrer, il s'agit d'ouvrir entre humains et non-humains un monde commun et un monde d'avenir en formant des communautés multispécifiques. Donc, le deuxième grand point, au-delà de la conservation, en fait, c'est élever pour vivre ensemble. Bien que l'économie soit une préoccupation principale, ce n'est qu'une motivation secondaire. Donc, la rationalité économique est au service de la rationalité relationnelle. Donc, l'un des traits distinctifs de l'élevage de chevaux de trait, c'est vraiment l'articulation entre les activités d'élevage, donc de reproduction, et les activités de travail avec l'animal. Donc, dans les activités de travail se joue à la fois un revenu complémentaire, qui est tiré celui de la vente d'un équidé, et nécessaire pour faire fonctionner l'élevage, en fait, ainsi que le faire avec, qui lui est indispensable au maintien des races et au vivre ensemble avec les animaux. Et c'est ce faire avec, ce vivre ensemble qui sont vraiment valorisés par les éleveuses et non l'aspect économique. Bien que ce soit la préoccupation principale, ce n'est qu'une motivation secondaire. Moi, les éleveurs que j'ai rencontrés, certains touchent le SMIC, d'autres n'ont pas de salaire. Certains cumulent des emplois, sont en temps partiel à l'extérieur de l'élevage et tous ont recours au prêt à un moment ou l'autre pour financer des projets. Par contre, quand je demande pourquoi est-ce qu'ils en sont venus à l'élevage de chevaux de trait, qu'est-ce qui les motive? Alors là, on me parle de la passion, du plaisir, du lien à l'enfance et à la famille. Et la famille, elle est multispécifique. Beaucoup considèrent leurs animaux comme le reste de la famille et les incluent dans les histoires de famille. On parle de la jument du père, les chevaux des grands-parents qui aujourd'hui sont aussi inclus dans les lignées de l'élevage, etc. Et donc, au-delà du caractère pécunier, en fait, c'est vraiment l'affect qui prime et qui s'exprime au travers de la relation de travail. Tous les éleveurs prennent des nouvelles des chevaux qu'elles vendent, ils sont exigeants sur les conditions de vie des chevaux qu'elles vendent, au point d'ailleurs de se sentir trahis s'il y a de la maltraitance et de se mobiliser pour aller rechercher les chevaux. Dans le travail, Yann parle du cheval comme un collègue, un partenaire avec qui se forme une équipe, sans qui rien n'est possible. Et le cheval est vraiment l'acteur de la réussite de l'élevage et fait l'objet de très nombreuses gratifications. Donc, pour reprendre les mots de Justine Porcher et Elisabeth Lécrivain, ainsi, dans le travail avec les animaux, la rationalité économique, la recherche de revenus, sert la rationalité relationnelle, la recherche de liens. Nous travaillons avec des animaux pour pouvoir vivre avec eux et non l'inverse. Ou alors, comme dit Rémi, éleveur de Poitevin, l'argent, je m'en fous, c'est pas une fin, mais un moyen. Donc, la relation au cheval de trait, elle n'est pas centrée sur l'économique, mais sur l'affect. Et de fait, les animaux travaillent et nous formons, avec les chevaux, des collectifs de travail. Donc, si l'économie, c'est bien la préoccupation principale, c'est que la motivation secondaire, c'est le vivre ensemble, lui, qui inclut les activités de travail, qui est au cœur de l'élevage. Donc, enfin, les activités d'élevage, elles ne se limitent pas aux collaborations avec les chevaux. Elles prennent aussi en compte l'intégralité de l'écosystème dans lequel elles s'inscrivent. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les éleveuses cohabitent avec d'autres êtres, d'autres ontologies et cherchent à s'adapter réciproquement, que ce soit aux prédateurs, à la terre, à la météo. Et elles reconnaissent vraiment une dimension ontologique aux vivants, ce qui a pour effet qu'elles font communauté avec ces vivants et cherchent à protéger, soigner et conserver cette communauté. Comme dit un petit peu plus tôt, le cheval est aussi vu comme un patrimoine. Et cette notion est construite en lien avec celle de terroir. Donc le terroir, c'est la combinaison entre un milieu qui est considéré dans ses particularités rurales, traditionnelles, culturelles, productives et de savoir-faire, et qui engendre des spécificités, notamment du point de vue des personnes qui vivent sur ce lieu. Donc le lien est tissé par les éleveuses entre la race et le terroir en mobilisant la notion de berceau, donc le bassin d'origine de la race. Donc il y a la volonté vraiment de préserver la race dans le berceau
pour les aspects écologiques et historiques, sans se fermer à l'exportation régionale ou internationale, mais avec la volonté de conserver dans le berceau des chevaux qui en sont originaires. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est plus dans le Perche qu'il y a la majorité de percherons. Donc, collaborer avec le cheval de trait dans son berceau en tant qu'éleveur, utilisateur, utilisatrice ou commanditaire réinvestit la relation au terroir et revalorise les territoires ruraux et les terroirs en tant qu'espace porteur de savoir-faire particulier et de patrimoine bioculturel singulier. Donc, comme le dit Éric Rousseau, qui a été président de la SFET jusque 2020, il explique qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différence entre un Ardennais, un cheval auxois et un trait du Nord, donc dans la génétique. En revanche, il y a des différences culturelles. Le trait du Nord, il est mené au cordeau, donc c'est un matériel et une technique particulière. Et il n'y a que le trait du Nord qui est mené comme ça, et c'est ce qui en fait toute sa spécificité. Donc, pour conclure, bien que les naissances augmentent très légèrement depuis 2017, les chevaux de trait restent une espèce menacée. Le travail génétique a donc bien sa place pour conserver, protéger et soigner le cheval de trait. Néanmoins, la protection du cheval de trait ne se pense pas en termes de génétique et de reproduction. Elle voit aussi le cheval comme un compagnon, un collègue et un acteur du terroir. À chacune des 9 races est lié un écosystème, des cultures, des savoir-faire locaux et des histoires. Et le développement du cheval de trait en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, ne doit pas se faire au détriment des berceaux, bien que des échanges régionaux et internationaux puissent avoir lieu. Au contraire, c'est là l'occasion en fait, de mettre en lumière les terroirs sur zone, mais aussi du coup à l'international ou dans des rassemblements interrégionaux qui permettent alors à chaque élevage de se distinguer. Et en tant qu'éleveuse, utilisatrice ou commanditaire, collaborer avec les chevaux de trait, ça réanime le terroir. Ça prodigue à ces espaces une dimension d'espace porteur de savoir-faire particulier et de patrimoine bioculturel singulier. Donc, à la question pourquoi élever des chevaux de trait encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a une finalité économique? On peut répondre qu'il s'agit en réalité de travailler avec les chevaux pour vivre avec les chevaux et de vivre mieux en vivant ensemble. Merci beaucoup. Merci à toi surtout, parce que c'était très intéressant. Et puis bien illustré en plus, c'est vrai que ça donne envie de connaître plus de choses. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions dans ceux qui ont écouté la présentation d'Angèle. Bleuhen, elle en a, j'en suis sûre. Beblen, elle hoche de la tête, elle a l'air déjà d'avoir des questions. Je sais pas, dans ceux qui sont plus Oui, concernés un petit peu par ça. Alors, j'en vas-y. ai plein. Je pense que Maurice et Vanina en ont sûrement aussi. Du coup, j'attendais un petit peu en me disant que j'allais peut-être passer après, vu que moi, j'ai une charrette entière de questions. Bah, Euh, vas-y, ça peut lancer les questions des autres, hein. d'accord. Alors, par rapport à la vision des éleveurs, alors d'ailleurs des éleveuses, hein, des éleveuses, des éleveuses, est-ce qu'il n'y a pas un biais quelque part, finalement, où sont les gros bourrus éleveurs de chevaux de trait qui peuplent nos mémoires, nos légendes, les gars taiseux qui parlent en breton à leurs femmes et en français à leurs chevaux, où sont ceux qui finalement préfèrent encore élever des chevaux pour la viande parce qu'au moins ils restent éleveurs et de les envoyer tous à la boucherie s'il faut, mais de garder ce statut d'éleveur et de continuer à élever des chevaux et effectivement à vivre avec. Moi, je pense que ça doit encore exister, ça. Est-ce que le fait que ce soit beaucoup des éleveuses, ça n'a pas donné un petit biais? Après, les études sociologiques, voilà, on sait très bien, hein. Moi aussi, j'ai des biais, on a tous des biais, mais est-ce que là, le côté féminin n'a pas poussé dans cette direction-là de sauvegarde, de sensibilité à l'équipe de travail, etc. Alors, oui, peut-être qu'on n'entend pas très bien au micro. Alors, du coup, je réponds en 2 temps. Le premier temps, c'est en fait, donc j'ai eu un panel très mixte avec généralement, alors dans 2 élevages, ça a été un éleveur et sa stagiaire, donc soit en passation, soit stagiaire long terme, etc. Donc ça sur 2 élevages et un élevage où les 2 membres du couple étaient chacun éleveur et éleveuse
avant de se mettre ensemble. Et là, ils ont groupé leurs élevages. Et du coup, c'est vrai qu'à l'oral, je dis éleveureuse à l'inclusif, mais peut-être que ça s'entend très mal. Là, je n'ai pas abordé le prisme de genre aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais dans mon mémoire et dans mon mémoire précédent, parce qu'effectivement, il y a une grosse dynamique de genre. Il y a un changement de vision et un changement, plus que de vision, ça va être de rapport à l'animal selon le genre, notamment dans la manière de travailler avec. Il y a une répartition des tâches genrées. Avec les femmes qui vont, en fait, comme dans tout autre élevage, les femmes vont plutôt s'occuper des tâches reproductives et de la naissance, de la maternité de la jument, et vont aussi avoir une approche éthologique qui est prôner le bien-être animal. Bien que certaines le prônent, ce n'est pas forcément ce qui est mis en place, mais en tout cas, cette notion-là est un peu plus présente dans les discours de femmes. Après, ce qu'il en est des éleveurs un peu bourrus, etc. Alors, il y en a très sûrement. Je ne sais pas s'ils acceptent d'avoir des masterants ou masterants de sociologie qui débarquent chez eux. En tout cas, moi, je n'ai pas été renvoyée vers ces terrains-là, malheureusement. Ceci dit, les quelques personnes avec qui j'ai pu avoir des contacts et qui me semblaient être peut-être le stéréotype de l'éleveur ou on va dire, le paysan polonais, pour reprendre voilà, la littérature sociologique. Je ne suis pas sûre, en fait, aujourd'hui, qu'il y a encore ce stéréotype-là. En fait, je pense qu'on a une grosse construction de ce qu'est l'éleveur, ce qu'est l'éleveur de chevaux de trait. Aujourd'hui, il y a extrêmement peu d'élevage uniquement de chevaux de trait en France. C'est beaucoup du mixte ou de la polyculture élevage. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, en fait, de partir avec cette idée-là que voilà, il y a des paysans encore comme ça, et c'est des paysans, et ils sont bourrus, et ils sont taiseux, ils ne parlent pas, et puis ils sont attachés au cheval d'une manière en fait, qui est que peut-être utilitariste. Moi, j'en ai pas rencontré. Et en fait, toutes les personnes où je me disais, bon, peut-être que là, ils voient le cheval comme ça, en fait, de faire de l'observation participante et d'être au quotidien avec ces éleveurs et éleveuses, je me rendais compte que il y a un discours qui est donné au public, il y a un premier discours qu'on donne, et en fait, une fois creusé, on se rend compte dans les gestes du quotidien, dans les pratiques d'élevage et dans eux, leur manière d'interagir avec les chevaux, bah, que c'est pas du tout ce stéréotype-là, qu'il y a une forme d'attachement, en fait, vraiment à l'animal et au patrimoine bioculturel. Mais ça, ils n'en parlent pas tout de suite. D'accord. Merci, Angèle. Bah, après, c'est vrai que juste pour rebondir sur cette figure archétypale là, de l'éleveur, c'est vrai que moi, ça me fait penser, par exemple, à la figure de l'officier enfin, de l'écuyer de cadre noir que tu vois dans Milady, sauf que Milady, c'est en 1933. C'est sûr que si tu te balades maintenant dans le cadre noir, tu n'as plus vraiment la même figure que celle que tu peux avoir encore dans l'imaginaire ou dans le livre. Euh, alors, Maurice, tu voulais intervenir aussi? Tu avais des questions à poser peut-être? Ou Vanina? Ouais, moi j'ai pas mal de questions aussi. Je te remercie pour ta présentation. Euh, Moi, du coup, je travaille enfin, je fais un doctorat sur l'utilisation des chevaux de trait en agriculture. Donc, je trouve très intéressant et sûrement très important pour mes recherches à moi, ce que tu as présenté là. Je me posais un peu une question sur, d'une part, les débouchés. Tu as parlé de l'export et de ces choses-là, et à la fin, tu as conclu pourtant sur la notion de terroir. Est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence à avoir le cheval de trait qui est perçu comme en fait un marqueur d'un terroir et d'un territoire, et pourtant avoir un débouché
qui est tourné beaucoup vers l'export et vers la boucherie. Je ne sais pas ce que les éleveurs ont pu te dire là-dessus. Comment tu analyses, toi, ça? Et une autre question qui est plutôt sur, je ne sais pas si tu l'as dit ou j'ai pas trop pu voir dans les diapos, sur les débouchés de ces élevages-là, c'est majoritairement vers la boucherie. Si tu as des pourcentages ou des chiffres sur aussi derrière ce qui part pour l'agriculture, par exemple, enfin, dans mon cas d'intérêt. Alors, donc sur les débouchés des élevages que j'ai enquêtés, c'est du travail et du loisir, grosso modo. Il n'y a pas de boucherie, à part donc, pour un éleveur, il y en a eu, mais il n'y en a plus. Après, globalement, sur l'ensemble des chevautrets, la grande majorité, alors j'ai plus le chiffre exact, mais il est disponible sur le site de la SFET à partir de leur page sur la boucherie chevaline. En tout cas, l'écrasante majorité des chevautrets aujourd'hui est destinée à la boucherie. Ça reste assez, comment dire, assez ponctuel quoi, d'avoir et ça se répartit par élevage. Hein. C'est plutôt des élevages qui vont être orientés boucherie et des élevages qui de temps en temps vont faire de la boucherie, mais cherchent plutôt à faire du loisir, du travail agricole, etc. La boucherie chevaline, ensuite, en France, c'est vrai qu'elle est assez peu représentée. Les chevaux de trait destinés à la boucherie sont surtout destinés à l'export. Donc, ça va être notamment l'Europe du Sud. Ah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le chiffre. Donc, oui, c'est 90% de la viande chevaline en France, c'est du cheval de trait. Et avec une consommation, donc 10% des ménages français qui consomment de la viande chevaline. Donc le marché est plutôt international, hein, ça va être de l'export en Italie, en Espagne, et notamment au Japon. Il y a un gros partenariat qui a été tissé avec la SFET et le Japon pour la boucherie chevaline. Et concernant l'ambivalence débouché terroir, international terroir, je ne suis pas sûre que ce soit exactement une ambivalence, au sens que ce n'est pas mis sur le même plan. L'exportation à l'international, c'est un débouché. C'est aussi une fierté, en fait, notamment chez les percherons, de dire le percheron, il est français, il vient du Perche, il y en a partout dans le monde. Et on fait des échanges de semences, d'étalons, etc. Il y a quand même cette grosse fierté. Il y a aussi la fierté, par exemple, que tous les studbooks internationaux pour le percheron spécifient que le percheron vient du Perche. Il ne vient pas que de France, il vient du Perche. La société IPEC Percheronne, elle a son siège social dans le Perche. Donc, il y a aussi cette fierté identitaire liée au terroir. Et je pense que les deux sont complètement compatibles, en fait, de valoriser à la fois le terroir, mais sans se refermer non plus sur un chauvinisme et une exclusivité de la race sur un lieu précis. Et j'avais l'impression, en tout cas, que c'était ce que rapportaient les éleveurs et éleveuses. Merci. Je vais intervenir. Merci Angèle. C'est un très beau travail. Bon, bah forcément, je suis conquise, hein, puisque je suis voilà, Animal Lab. Hop, il y a le logo derrière, Animal Lab qui est dirigé par Jocelyne Porcher. Donc voilà, donc moi, ça m'a beaucoup intéressée. Je trouve ça aussi également intéressant de voir, parce que vous n'avez pas été à Animal Lab, comment les travaux de Jocelyne sont repris et avec des confirmations de résultats qu'elle avait obtenus alors que c'est mené par ailleurs. Donc voilà, ça fait plaisir. J'ai pas vraiment de questions. C'est plus pour aller dans votre sens, hein, sur la question de l'archétype du paysan bourru. Ce qui a été justement montré, c'est que en fait, le
l'envoi des chevaux à la boucherie, mais c'est valable pour les autres espèces animales, hein, dans les systèmes paysans, justement, c'est pas le but de l'élevage, c'est un bout. D'accord? Donc, en fait, ce paysan bourru utilitariste, en effet, ça ne tient pas une fois passé les portes de l'élevage parce qu'en fait, c'est pour être ensemble, pour faire quelque chose. Et donc, ça n'est qu'un bout, ça n'est pas le but de l'élevage. Donc voilà. Après, donc c'est pour ça aussi que je ne suis pas ultra convaincue, en effet, par des différenciations genrées. Par contre, là où j'ai été étonnée, c'est sur la répartition des tâches et notamment sur l'activité reproductive, que j'aurais par contre plus adressée aux hommes qu'aux femmes. Autant tout ce qui va être euh, les soins aux chevaux, les soins aux poulains, etc., oui, mais la reproduction en elle-même, je l'aurais plus adressée aux hommes. Donc, si vous pouvez développer un peu ce point, ça m'intéresse. Puis, bah, tout le reste, bravo. Je vais prendre ma casquette après IFCE. Moi, je vous encourage à envoyer à la médiathèque de l'IFCE votre mémoire, à moins qu'il soit confidentiel, je n'en suis pas sûre, de façon à ce qu'il soit aussi valorisé. Moi, je veux bien qu'on en rediscute aussi ensemble. Et il y a les JSIE qui vont avoir lieu donc, en juin 2023. Et là, l'appel à communication vient juste de Alors, sortir. pour les gens qui ne sont pas familiers avec le sigle, Journée des sciences et de l'innovation de la filière équine, c'est ça? C'est ça, de façon à pouvoir valoriser vos travaux. Et encore bravo. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Oui, il n'y a pas de souci pour rester en contact et reparler de tout ça. C'est très gentil, ça m'intéresse beaucoup. Concernant oui, je suis tout à fait d'accord sur ce que vous disiez au début par rapport aux travaux de Jocelyne Porcher et notamment sur le bout et pas le but. Et plus globalement, c'est vrai que mon corpus s'est beaucoup nourri des travaux de Jocelyne Porcher. Et pour compléter, de Vinciane Després et Donna Haraway, c'est les trois grosses références que j'ai mobilisées. Concernant la dynamique de genre, on va dire, alors dans l'activité de reproduction, pas la saillie. La saillie est effectivement plutôt masculine, mais dans la reproduction, quand il y a des filles ou des femmes qui sont présentes, généralement, c'est elles qui vont s'occuper de la jument, ou en tout cas à qui on demande de s'occuper de la jument. Donc, ça peut être, moi, c'est aller de la simple surveillance donc des éleveurs qui simplement prennent la jument, l'attachent à la barrière, l'entravent avec une longe, et là, c'est à la fille de surveiller pendant qu'eux vont chercher les talons pour l'amener saillir. Mais ça passe aussi sur la femme qui va faire tous les soins. Donc, ça va être laver l'appareil génital de la jument et de l'étalon, préparer la jument, donc l'enduire de vaseline, rester avec elle, la caresser, etc. C'est vrai que c'est plutôt les hommes, de ce que j'ai pu voir ou tout ce qu'on a pu me raconter, qui vont tenir les talons pour saillir. Après, par contre, tout le reste en dehors de la saillie, assister aux échographies ou en tout cas prévoir les échographies. Donc là, c'est peut-être pas tant une tâche liée à la reproduction, mais plus à de la gestion administrative, mais qui touche au sujet de la reproduction. Donc ça va être plus les femmes qui vont gérer les calendriers, les rendez-vous liés à la reproduction, qui vont passer au pré, regarder les mamelles, toucher le ventre, etc. Donc on a un rapport avec le corps intime en fait entre la femme et la jument en gestation, que j'ai retrouvé un peu moins chez les hommes qui vont aussi faire attention à la jument gestante, mais pas forcément de la même manière. Il ne va pas y avoir forcément un contact journalier des mains sur le ventre de la jument, mais il y a une attention qui est quand même portée au cheval et à la jument, voir si tout se passe bien. Mais voilà, les positionnements des corps humains par rapport aux chevaux et sur qu'est-ce qui va attirer l'attention
dans la phase reproductive, là, il y a vraiment quand même une différence. Rien à voir. Si, quand même, moi, je trouve ça vachement intéressant parce que justement, quand on parlait des figures archétypales, j'étais en train de penser que c'était justement le genre de relation qu'on voit pas du tout représenté, par exemple, dans tout ce qui est littérature de fiction, la jument et la femme, en fait. On a souvent la jument avec les talons, enfin la femme avec les talons, pardon, même moi, je m'y confonds, la femme avec le cheval mâle, etc. Où on va avoir, par exemple, le mâle, enfin l'homme avec la jument. Ça, on l'a beaucoup, que ce soit une jument nerveuse qu'il faut voilà, dompter, etc. Donc, on a souvent cette espèce de croisement, mais je suis en train d'essayer de réfléchir où est-ce qu'on aurait une jument et une femme, en fait. Et c'est quelque chose d'extrêmement, peut-être dans des films à partir du 21e siècle, mais en reste de littérature, c'est assez... je dois en trouver un, peut-être Belle Étoile ou quelque chose comme ça. Mais à part ça, ouais, Vanina, le micro est coupé. Pardon. Mon ami Flicka? Oui, mais mon ami Frika, c'est un garçon avec une jument. Ah ouais, j'étais Bah oui, persuadée au que c'était une départ. fille. Ah non, 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 ça a été Et repris c'est et ça a repris été après transformé. Ouais, ça a été, c'est une dans les... version du 21e siècle où maintenant il faut tout mettre équivalent féminin. Et donc, ils ont refait Black et Alec avec une fille sur les dernières saisons. Ils ont refait Mon ami Flicka avec une fille. Mais le départ, l'origine, c'est bien un petit garçon qui a une pouliche. Et justement, tu as tout ce côté très découverte de l'amour en même temps qu'il y a cette possession de la jument. Enfin, il y a toute une espèce de liaison, de relation à ça, justement, au sentiment amoureux, à la puberté qui commence, etc., avec cette relation du petit garçon et de sa jument, justement, comme Lassie, petit garçon chienne. Enfin, bref. Et tu as toujours cette espèce de croisement petit garçon avec une fille ou avec étalon, mais là, tu as tout un autre archétype de la virilité, tu vois. Et ou des hommes mûrs aussi avec des juments. Je pense à Claude Simon, je pense à justement Milady. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a choqué plein de gens quand, à la place d'une jument, ils ont mis un étalon dans l'adaptation cinématographique, parce que pour eux, ça cassait tout. Voilà, qu'on se retrouve avec à la place d'une jument un entier avec des gens légaux avec des énormes couilles visibles à l'écran, bah, ça cassait tout le côté presque amoureux en fait de la relation entre l'homme et la jument. Et donc je trouve ça rigolo comment le fantasme est assez différent finalement de ce que tu vois sur le terrain et d'en effet de ce qu'on pourrait repérer dans la pratique. Donc voilà, c'était pour compléter sur ces idées d'archétype versus réalité. Je pense que ça vient beaucoup aussi du manque de représentation des éleveuses, tout simplement. Que effectivement, dans toutes ces représentations littéraires ou cinématographiques, on n'a pas de représentation de l'éleveuse. C'est la fille qui monte à cheval, c'est la passionnée, la fille du docteur qui prend le cheval du docteur, c'est la petite fille qui vole le cheval de Saint-Nicolas, c'est celle à qui on prend son cheval dans la guerre, mais on n'a pas d'éleveuse. Alors que en fait, toutes ces femmes au XXe siècle qui ont des chevaux, d'où elles sortent, soit ça peut être peut-être une bourgeoisie, mais on a très peu de représentation d'éleveuses et de ce qu'elles font dans l'élevage. Oui, non, tu as tout à fait raison, surtout que mais ça pourrait faire un sujet justement très intéressant de voir l'oubli en fait de ces professions féminines liées au cheval, comme ça a été le cas avec la cochère par exemple, qui recommence à être divulguée depuis, moi ça fait quelques années que je revois des photos de cochères et les gens qui disent qu'on a oublié les cochères, etc. Et tu as l'impression que tu as toute une espèce de rappel qu'il y avait aussi des femmes qui montaient à cheval et qui faisaient des choses à cheval, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y aurait peut-être un oubli aussi, pas seulement de la cochère, mais aussi de l'éleveuse ou de ces professions finalement féminines agricoles. Ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'elles sont sorties des représentations, ouais. Pour justement être remplacées par l'archétype du bourru silencieux de l'ours. Parce que ça touche pas que l'élevage des chevaux, quoi. C'est le milieu agricole de manière générale, je pense, cette invisibilisation en fait du travail féminin, même dans le. Enfin, moi, je voulais poser une question un peu par rapport à ça. Est-ce que tu as remarqué dans les élevages un peu un système exploitation-famille? En fait, tu parlais du cheval qui était dans la lignée, les chevaux des grands-parents et tout. Est-ce que tu avais du travail un peu à la fois par les parents qui restaient dans l'élevage, aussi la femme, les enfants? Comment s'organiser un peu ce tissu familial autour de l'élevage? Alors,
donc, dans le premier élevage où j'étais, la femme n'était pas du tout impliquée dans l'élevage. Elle l'a aidé apparemment il y a quelques années, mais sinon elle travaillait en dehors dans le Caire. Elle était du coup pas du tout milieu agricole. Les deux enfants étaient grandes et il y en avait une qui était aussi un peu dans l'agriculture, mais qui avait arrêté et qui maintenant voudrait se reconvertir plutôt dans le travail dans les chambres de l'agriculture. Donc là, il y avait quand même des histoires de famille, notamment parce que c'était familial en fait d'avoir une ferme, d'avoir un élevage. C'était quelque chose qui venait des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Mais par contre, quand l'enjeu de la transmission s'est posé et que les enfants ne voulaient pas reprendre, ça a été très compliqué apparemment pour l'éleveur de trouver une solution, quoi. Que faire notamment de cet espace-là, parce que la ferme, elle est ancestrale. Donc bon, ben, ça voulait dire quoi? Comment est-ce qu'il fallait vendre la ferme pour rembourser les crédits? Mais du coup, on fait quoi de la maison familiale puisque la maison, elle est sur la ferme, etc. Donc il y a vraiment ça ramasse un ensemble de problématiques. Et donc c'est pour ça qu'il a transmis à sa stagiaire qui cherchait et avec qui il s'entendait, etc. Donc ça a été une issue et ça reste en fait une espèce quand même de transmission familiale, puisqu'on voit qu'il y a des liens très forts quand même tissés entre l'éleveur et sa stagiaire, mais que ce ne soit pas des liens filiaux, mais on peut considérer ça comme une espèce de famille élargie, quoi. Pour les deux autres élevages, il y en avait un où c'était vraiment familial, bien que la femme, même chose, ne travaillait pas à l'élevage, elle était dans le Caire. Le fils était en diplôme agricole et donc il aidait sur la ferme. Lui, il aimait les vaches, donc il travaillait avec les vaches. Après, c'était une grosse structure quand même. Il y avait 200 moutons, une dizaine de porcs, 80 montbéliardes en lait bio. Donc, il y avait aussi des employés pour aider et le fils travaillait avec les employés. C'était aussi une ferme de famille. Et donc, la grand-mère qui a toujours travaillé dans cette ferme-là, elle, maintenant, elle aidait à la boutique. C'était elle qui collait les étiquettes, qui faisait la vente tous les soirs du lait, des œufs, etc. Donc voilà, mais par contre, elle me racontait que c'était elle qui avait fait la traite pendant très longtemps des vaches, qu'aujourd'hui elle ne fait plus. Voilà, et donc c'était aussi quelque chose de très familial. Et du coup, là, les chevaux de trait, ils en étaient venus par la belle famille qui faisait encore du travail agricole avec les chevaux de trait. Et donc, par mariage, c'est comme ça que l'éleveur s'est un peu retrouvé les chevaux de trait et du coup, s'est mis à en élever. Et voilà, et les derniers, c'est ce que je disais, ils étaient chacun éleveurs de leur côté. L'un par tradition familiale, on peut dire, et l'autre par reconversion professionnelle. Le mari donc, a été étalonnier pour les haras nationaux pendant de très longues années. Et à côté de ça, il a eu quelques chevaux dont il a un peu fait l'élevage, jusqu'au jour où il a quitté les haras et là, ils ont groupé leurs élevages. Et pareil, donc là, on retrouve des histoires de la jument du père, en fait. Ah, mais tu te souviens, il y a 20 ans, ton père, il ne voulait pas faire reproduire tel étalon. Et maintenant, en fait, nous, on fait reproduire tel étalon avec telle jument. Donc voilà, il y a tous ces liens-là qui se tissent. Et c'est toute une sociabilité, en fait, autour de la famille humaine et des familles cheval. Je vais réagir sur ce point, hein, sur ces liens de famille et les parallèles entre les lignées de du cheval de la famille, etc. Et là, je renvoie aux travaux, n'est-ce pas, Bleuhen, de Bernadette Lisée, qui a énormément travaillé là-dessus. Sur ces lignées. Et après, moi, j'avais une question, Angèle, par rapport aux exploitations que vous avez étudiées. Est-ce qu'il y avait de la production de lait de jument? Alors, pas sur les exploitations où j'étais, mais j'ai vu que ça se faisait en Bretagne notamment. Et je crois que ça se fait aussi avec des percherons.
Moi, j'en ai pas vu, à part des documentaires, mais c'était quelque chose qui m'intéressait parce que justement, là, je me demande comment ça s'organise, quels sont les rapports aux chevaux dans ces cas-là. Donc, je pense qu'on ne va pas faire une grande découverte qui va tout bouleverser, mais je serais très curieuse d'aller voir ça, justement. Est-ce que je peux rebondir sur les lignées, la génétique et tout ça? Moi, je vais juste demander un truc sur la famille avant qu'on passe à ça. Et c'est vrai que ça, je trouverais ça, enfin, un peu pareil, c'est juste une remarque, hein, mais là aussi, il y a quelque chose, j'ai l'impression, une évolution finalement qui s'est faite au niveau de la famille. Parce que dans mon souvenir, les familles agricoles ou les familles d'élevage, tu avais souvent une espèce de lignée ou une espèce de ligne directrice qui était fixée, par exemple, par un patriarche, par une personne qui avait fondé l'élevage. Et j'ai l'impression que finalement, c'est quelque chose qu'on remet de plus en plus en question et qu'il y a une espèce de transmission qui se fait beaucoup plus dans le questionnement. Et donc, c'est vrai que je trouvais ça intéressant aussi, peut-être de voir comment est-ce que autour de les relations familiales avaient pu évoluer, en fait, finalement, autour de l'objet ou du sujet cheval. Parce que au départ, on avait peut-être plus la primeur sur le fondateur de la lignée ou de l'élevage. Et puis finalement, maintenant, on a le cheval qui est au centre, ou en tout cas l'objectif derrière qui est au centre, peut-être. Je ne sais pas si je me trompe, avec finalement une remise en question de choses qu'il y a quelques années, on aurait considéré comme incapable de remettre en question, peut-être. Si je peux te répondre après, promis, je te laisse prendre la parole, Bleuhen. Moi, je pense vraiment qu'il faut avoir une pensée critique sur ce qui se met en place avec les Lumières, les physiocrates et surtout le 19e siècle. Pour moi, il y a une vraie rupture ontologique qui se fait à ce moment-là. Et aujourd'hui, nos représentations en découlent. Je pense que si on pouvait reprendre des travaux, donc, n'est-ce pas, Bleuhen, en histoire, etc., pour revoir un petit peu ces ontologies et critiquer celles du 19e siècle. Alors attention, ce n'est pas l'histoire d'avoir une vision idéale de l'époque médiévale ou moderne, hein. Il y avait un rapport à la violence qui était autre, et puis il y avait très probablement aussi des rapports utilitaristes. Mais la façon dont ça se constitue de manière rationnelle, économique et ainsi de suite, c'est le 19e siècle. Et on a une vraie rupture ontologique à ce moment-là. Pour ceux que ça intéresse, je vais renvoyer aux travaux de Charles Stepanov, entre autres. Voilà. Et je pense que c'est important de questionner ça et de critiquer cette mise en place ontologique. Voilà ce que je voulais dire. En fait, mon travail porte plutôt sur le XVIIIe siècle et où j'ai pas mal cherché des choses sur les haras, la génétique, le système de reproduction, etc. En fait, je me suis aperçue, et ça, c'est très, très politique, donc ça va fâcher beaucoup de monde. En fait, les races sont une invention du 19e siècle, au même titre que les races humaines, hein. On a fait les races de chevaux avec des fiches, avec des caractéristiques corporelles supposées à partir d'observations d'un certain nombre d'individus, mais comme on le faisait avec les humains, hein, c'est exactement la même chose qui s'est produit. Et quand au XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, on a laissé tomber l'idée des races humaines en se disant que c'était n'importe quoi, qu'on était tous frères, etc., on a quand même continué à garder l'idée des races pour les chevaux. Et les races pour les chevaux, mais comme ça a été dit tout à l'heure, c'est lié à une idée de berceau et à une identité régionale et une identité, je ne sais pas comment le formuler, mais de travail, une identité d'organisation complète de la société, parce qu'en fait, une race renvoie aujourd'hui à un modèle spécial de travail, de production agricole, de société, en fait, de société de ce terroir. Sauf que, et d'ailleurs, la citation de tout à l'heure j'ai oublié son nom, Éric Rousseau, les différentes races de traits sont proches génétiquement, ils sont tous facteurs d'eux. Ça prouve vraiment que finalement, ce qui fait la race, entre guillemets, c'est pas tant la génétique que l'acquis, hein, la manière dont c'est élevé, la manière dont on va mener tel attelage, la tâche qui lui est assignée, etc., etc. Finalement,
si on regarde la circulation des chevaux, et même au 19e siècle, Jean-Baptiste Huzard, qui était pourtant à l'école vétérinaire d'Alfort, très haut placé, et qui écrivait des choses sur les races, disait que finalement, entre la Bretagne et Paris, tous les chevaux étaient frères, qu'en général, ils étaient nés en Bretagne, qu'ils avaient grandi à partir de 18 mois à peu près dans les terroirs normands de manière à acquérir un certain nombre de savoir-faire, qui ensuite leur permettaient d'intéresser notamment les éleveurs du Perche, puis ensuite les usagers parisiens, et qu'en fait, tout ça, c'était les mêmes chevaux. C'était les mêmes chevaux, mais à des étapes différentes de leur vie et sélectionnés pour tel ou tel usage, mais qu'en fait, c'était les mêmes. Et je pense que génétiquement, on va pouvoir retrouver comme ça, les travaux de la génomique notamment vont être passionnants là-dessus, c'est qu'en fait, l'invention des races, elle est tardive, elle est construite complètement et elle est complètement identitaire. Et par exemple, Jacques Charpy, qui était directeur des archives départementales d'Ille-et-Vilaine pendant longtemps, qui a écrit sur les chevaux de Bretagne en pleurant parce qu'on avait perdu le bidet breton, qu'il avait disparu, que c'était une extermination, etc. Eh bien, en fait, moi, je pense que les futurs travaux de la génomique vont nous montrer qu'une partie donc des gènes de ce petit bidet qui allait à une allure artificielle de manière presque innée, et ben en fait, il a donné une partie de ces gènes à l'actuel trotteur français qu'on a créé au 19e et que les races un peu plus lourdes, et notamment les percherons, découlent en partie des postiers bretons et des traits bretons. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est largement su donc chez les percherons, c'est que dans le Perche, il y avait une multitude de races de chevaux de traction, on va dire, avec des robes assez différentes. Et notamment, les chevaux noirs, c'était les Nivernais. Et aujourd'hui, en fait, on a des percherons noirs qui se trouvent être plutôt aux États-Unis, au Canada et un peu en Nouvelle-Zélande, Australie. Mais en fait, c'est des chevaux qui sont issus d'il y a 100 ans du Nivernais. Mais aujourd'hui, tout ça a été regroupé sous le titre Percheron. Et avec le Studbook qui a décrété à la fin du 19e que le percheron, ça allait être blanc, gris, noir. Et c'est tout. Mais en fait, c'est un accord qui s'est passé avec les Bretons pour dire, bon, ben, tout ce qui est marron, ce sera côté breton, et tout ce qui est plus gris, ce sera chez nous. Mais en fait, ils ne savaient pas faire la différence vraiment autre que ça, quoi, vu que ça se passait à une éleveuse qui l'expliquait très bien, qui disait, bah, tu avais une bonne jument de travail, le voisin, il avait un bon cheval de travail, et on n'allait pas regarder la race, ça faisait un petit, et puis bon, ben, ça, c'était limitrophe. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des éleveurs qui ont déjà ou encore conscience de ça. Ça passe par des reconnaissances très physiques. Mais effectivement, la génomique va expliquer beaucoup de choses. Et il me semble que c'est la SFET en ce moment qui a un projet ou qui voulait avoir un projet de développement de la génomique. Alors, au dernier colloque qu'on a fait avec la Mission française pour la culture équestre, aidez-moi les filles, j'ai oublié où c'était. À Deauville. Oui, voilà, c'est ça, à Deauville. Il y avait un des intervenants qui expliquait qu'il y avait eu des recherches génétiques déjà effectuées pour comparer les allèles de certains gènes des trotteurs américains et trotteurs français. Et qu'en fait, il y avait, bon, pour faire court, un allèle A et un allèle C qui ne donnaient pas les mêmes choses. Et quand il y avait, donc aux États-Unis, apparemment, ils ont 2 allèles C qui permettent d'avoir des chevaux qui trottent très très vite à l'allure spéciale des chevaux de trait de course. Par contre, ils font des carrières beaucoup plus courtes, alors qu'en France, on a des allèles plutôt A et C. Et en fait, ça demande beaucoup plus de travail à un trotteur français d'apprendre à trotter ce trot-là des courses. En revanche, les carrières sont beaucoup plus longues. Et cet allèle-là, quand ils ont fait des recherches, ils se sont aperçus que c'était le même que les chevaux islandais possèdent et qui leur permet d'avoir cette allure artificielle qui est si spécifique. Et moi, d'après mes petites comparaisons, parce que ça m'intéresse quand même beaucoup, je m'aperçois qu'en fait, tous les chevaux un peu capables de faire facilement une allure artificielle sont à chaque fois
d'après les légendes locales, etc., parce que c'est toujours de temps immémorial où ça remonte à, voilà, on ne sait jamais exactement, mais ça remonte toujours à un terroir précis. Et le point commun de tous ces terroirs, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, etc., eh ben, à chaque fois, c'est plutôt des régions relativement pauvres en plaine, donc plutôt des collines, des montagnes, des terrains abrupts et avec des pâturages qui ne sont pas très gras. Souvent, ce sont des races de chevaux qui sont petites par rapport à la taille au garrot et de chevaux plutôt légers qu'on a souvent destinés à la selle. Et partout dans le monde, ces caractéristiques-là se retrouvent alliées à cette capacité, cette facilité à aller à une allure artificielle, quelle qu'elle soit. Alors sur le percheron et le nivernais, là encore, hein, je renvoie à au livre de Bernadette Lisée, La bête noire. Il y a bien un projet de génétique qui est porté par la SFED, donc c'est le projet d'Ivekid, qui vise en effet à retracer en partie l'histoire de ces populations de chevaux de trait. Donc il me semble qu'on aura des résultats d'ici 2024-2025. C'est un projet sur 2 ou 3 ans, je crois. Ben, merci beaucoup pour cette discussion qui a suivi. C'est bien quand on a une présentation intéressante, la discussion qui suit l'est toujours aussi. Donc, c'est bien. Merci beaucoup, Angèle. Vraiment, c'était impressionnant de sérieux et c'était très clair. Et voilà, ça a stimulé beaucoup les échanges. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je peux fermer l'enregistrement, la séance? Non, c'est bon. Alors, je vous remercie et au moins.